Bonjour à tous, bonjour, est-ce que le micro, ouais, super. Bonjour à tous, bienvenue sur cette table ronde sur l'espace conférence du Paris Coffee Show 2022. Vous êtes super nombreux cet après-midi, ça fait vraiment plaisir. Une table ronde, d'abord on est en live, sachez-le, sur les réseaux sociaux du Collectif Café, sur la page Facebook et sur YouTube. Et ces conférences seront retransmises également a posteriori. Alors, je suis Marie-Hélène Kennedy, je suis consultante et formatrice en création d'entreprises dans le secteur du café de spécialité. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer une table ronde sur l'entrepreneuriat dans le café. Donc j'imagine que tous dans le public, vous avez peut-être des projets d'ouvrir soit une torréfaction artisanale, soit un coffee shop, soit peut-être un salon de thé avec une dimension café. Alors le but de cette table ronde, en tous les cas, c'est de vous convaincre de rejoindre une filière dynamique, une filière qui est en pleine renaissance, qui est à la pointe du progrès, qui se développe de façon durable et qui aujourd'hui cherche à apporter le meilleur en termes de goût au consommateur final, amateur de café. Voilà, c'est le but aujourd'hui de la filière café. Alors pour ce faire, je me suis entourée de deux experts. Tout d'abord, je présenterai Massimo Santoro, qui est responsable des formations Maxi Coffee. Bonjour. Et qui va nous parler de la formation dans les métiers du café. Maxi Coffee, on en dit un mot pour ceux qui sont amateurs de café, c'est une très belle plateforme de vente de tout l'univers du monde du café, y compris du café en grains et du café moulu et des machines. Donc voilà. Également, j'ai Julien Pellier, qui est en charge à la BPI France, de tout ce qui est prêt d'honneur. Et on va voir comment, dans la partie création d'entreprise, le nerf de la guerre, c'est quand même les sous et le financement. Donc on va parler argent et on est là pour ça parce que ça fait partie aussi du métier d'entrepreneur que d'aller chercher des financements quand on se lance. Et puis j'ai deux créateurs. La première, je parlerai de Céline qui a suivi le parcours entrepreneur de Mon Petit Business que nous proposons donc en école de formation et qui va nous partager son expérience maintenant qui a 1 an de créatrice de torréfaction artisanale, non pas à Paris, et c'est aussi pour ça que j'ai demandé à Céline de venir, mais en province, et dans un coin de province qui est quand même très sympa, qui est la Dordogne, et à côté de Sarlat. Voilà, donc ça, Céline va nous parler de son récent parcours. Et enfin, j'ai l'honneur d'avoir Ryan Milstein, qui est cofondateur de La Main Noire. Alors moi, je suis une grande fan de La Main Noire. Qui est un coffee shop et restaurant, mais aussi qui est fabricant de pâtes crues, à base d'ingrédients naturels. Ryan, tu m'arrêtes si je me trompe. Et qui vend ses pâtes pour les boissons chaudes. Alors pour ceux qui sont amateurs de café, vous savez qu'aujourd'hui les boissons lactées et en tous les cas avec tout ce qui est composant autre que du café, c'est vraiment une tendance sur le marché et La Main Noire est sur ce créneau-là. Du coup, Ryan va nous faire partager son parcours de créateur à la fois de restaurant coffee shop, mais aussi entrepreneur dans ce domaine où il est finalement fournisseur des coffee shops. Alors, cette table ronde, elle va s'articuler autour de 3 axes. C'est premièrement le parcours du créateur, c'est quelles questions à se poser aujourd'hui quand on veut se lancer dans le café et plus particulièrement dans le café de spécialité. Donc c'est un peu par quel bout on va prendre ça. La deuxième partie de cette table ronde, ça va être, comme on l'a dit, la recherche de financement et comment se faire aider dans la réalisation de son projet.
Donc, comment aller chercher et pitcher son projet auprès des banquiers pour obtenir une aide financière. Et enfin, on terminera par des pièges et des erreurs à ne pas commettre quand on veut créer. Et là, on sera sur des astuces que chacun vous donneront selon eux, bien sûr. Et comme ça, en espérant que vous partirez pour ceux qui veulent créer. En tous les cas, on répondra, si on n'a pas le temps à la fin de cette table ronde, on sera là autour, au stand à côté, pour répondre à vos questions. Alors, je commence par le parcours de créateur d'entreprise. Donc, je vais demander d'abord à Céline et puis après à Massimo. Donc, Céline, toi, comment tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé pour toi? C'est une reconversion professionnelle, hein, déjà, donc il faut expliquer ça. Le micro ne marche pas. Alors, les micros, il faut bien les tenir là, mais ça marche. Okay. On t'entend. Donc, effectivement, moi, c'était dans le cadre d'une reconversion professionnelle qu'on a ouvert donc, notre atelier. À la base, on a fait toute notre première partie de carrière en Île-de-France, dans des secteurs qui n'avaient absolument rien à voir. Mais on a toujours baigné dans l'univers du café parce qu'on était des grands amateurs de café. Et donc, de façon assez évidente, on va dire, le projet a mûri et puis s'est concrétisé il y a 1 an et demi dans nos têtes sur le fait que voilà, on voulait ouvrir un atelier de torréfaction et on voulait le coupler avec un changement de région puisqu'on a toujours eu envie de se rapprocher de notre région de cœur, la Dordogne. Voilà. Et donc, une fois qu'on a posé les bases de ce projet, on s'est donné 1 an à peu près pour monter concrètement le projet. Et donc là, au cours de cette année, ce qu'on a essayé de faire au maximum, c'est se rassurer sur le fait que c'était une bonne idée, essayer d'objectiver au maximum les idées qu'on avait. Et donc, on a décidé de faire du coup 2 choses pendant cette année. Premièrement, une formation métier, au métier de torréfacteur et barista. Donc ça, on l'a fait à la fois auprès de la Caféothèque de Paris, qui est un organisme parisien qui propose des formations torréfacteurs, qu'on a complété par une formation auprès d'un artisan torréfacteur qui travaillait sur la même machine que nous, qui en l'occurrence est basé en Autriche parce qu'on a la particularité de faire une torréfaction au feu de bois. Et donc ça, on l'a fait sur 1 an. Et en parallèle, on a fait aussi une formation sur l'entrepreneuriat en général, puisqu'avant, on était salariés tous les deux. Et donc, c'était vraiment un univers qu'on ne connaissait pas du tout. Grâce à cette formation entrepreneuriat, on va dire, on a pu d'une part créer le business plan, un peu l'étape obligée qu'on va nous demander après pour avoir des financements, qu'on nous a aussi régulièrement demandé dans notre parcours administratif, on va dire. Parce que moi, en l'occurrence, j'ai fait une démission légitime pour création d'entreprise. C'est un système un peu nouveau qui existe maintenant, qui permet de pouvoir démissionner, toucher le chômage et créer son entreprise. Et donc, le business plan est un des éléments qu'il faut qu'on présente pour défendre notre projet. Et en parallèle de ça, on a aussi suivi une formation sur entreprendre dans les métiers du café. Donc ça, c'était vraiment indépendamment du business plan, un retour d'expérience qu'on a fait grâce à Marie-Hélène et qui permet vraiment de ne pas partir de zéro, mais de se poser tout de suite les bonnes questions sur des choses très concrètes, les fournisseurs, le matériel, le système TPE, par exemple, qu'on utilise, l'hygiène, si on veut ouvrir un coffee shop, l'accessibilité du local. Voilà, donc, et ça nous a vraiment donné les clés sur la fin de cette année-là pour vraiment ouvrir notre atelier de torréfaction très concrètement. Et alors, merci. Du coup, est-ce que, au niveau de timing, à partir du moment où vous avez eu l'idée qui a germé, où vous vous êtes dit, bah, tiens, on va se lancer dans la torréfaction, et le moment où vous avez ouvert, ça a duré combien de temps? Alors, sur le papier, c'était censé durer 1 an. Effectivement, ça a pris un peu plus de temps parce qu'on avait un peu sous-estimé l'aménagement du local. Je dirais que ça, nous, ça a été un peu notre difficulté, c'est trouver le local et finalement faire les aménagements dedans parce que après, là, on est dépendant de la disponibilité des artisans. On a été dépendant aussi de l'arrivée de notre torréfacteur. Comme c'est assez spécifique, le feu de bois, c'est fait qu'à la demande et donc ça a pris un peu de retard. Et donc, c'est vrai qu'on s'est retrouvés sur place à attendre 3-4 mois avant l'ouverture. Donc, en réalité, on a mis plutôt une petite année et demie, on va dire, entre le moment où on a décidé de se lancer dans le projet
et le moment où réellement on a ouvert, mais sachant qu'on n'a pas démissionné tout de suite. En fait, on va dire quasiment presque la première année où on a réfléchi au projet, on était encore tous les deux dans nos métiers respectifs. Alors, c'est un point intéressant que tu dis, Céline, parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit en France, on a quand même des dispositions très aidantes pour celui qui est en poste, mais qui veut créer. Et comme tu l'as évoqué, tu as choisi, toi, un parcours qui te permettait de démissionner pour créer et ce qui te permet de toucher Pôle emploi. Tout à fait. Ça, c'est quand même la sécurité de se dire, bon, il y a quand même cette bouée de secours qui fait qu'au départ, on n'est pas obligé de se verser un salaire sur l'entreprise qui vient d'être créée et qui, forcément, au départ, pas forcément au top en termes de trésorerie ou de recettes, quoi. Alors, c'est une aide importante aujourd'hui que le gouvernement français a mis en place maintenant depuis quelques années, qui permet quand même aux porteurs d'un projet qui est validé. Alors, surtout si vous avez peut-être un conseil qu'on peut vous donner déjà aujourd'hui dans les petits tips, c'est si vous êtes en poste et que vous avez un projet pour créer, ne démissionnez pas tout de suite, ou en tous les cas, ne négociez pas votre départ tout de suite. Essayez de travailler en amont votre projet avant de partir et bouclez bien toute cette partie que l'on peut faire tout en travaillant. Et au moins, vous allez utiliser vos droits à Pôle emploi que ultérieurement. Donc ça, c'est un premier tips. La deuxième sur laquelle je voudrais t'interroger, c'est quand tu dis, bon, j'ai créé une torréfaction artisanale. Alors, torréfaction artisanale avec un lieu, sans un lieu, est-ce que j'achète mon torréfacteur, à qui je m'adresse, à qui je vends mon café? Comment tu as fait pour définir un peu ce que j'appelle ou ce qu'on appelle dans le parcours créateur le concept finalement? Qu'est-ce que je vais faire? Créer un concept de torréfaction. Comment vous avez réfléchi à ça et quelles sont les questions que vous êtes posées? Alors en fait, nous, dès le début, on savait qu'on voulait faire de la torréfaction au feu de bois. C'est vrai que ça, c'est un type de torréfaction qu'on avait découvert lors d'un voyage au Mexique il y a une dizaine d'années. C'est vrai qu'on était tombé sous le charme et de la machine, du procédé et du résultat en tasse. Donc c'est vrai que dès le début, ça, c'était un de nos critères. En plus, on savait très bien qu'en France, il n'y en avait plus. Donc on avait envie aussi de se démarquer en ouvrant une torréfaction au feu de bois. Et donc on savait qu'on achèterait la machine automatiquement. Donc ça, c'était le premier critère. Après, c'est vrai que le critère du local, ça a été compliqué. On savait qu'on voulait s'implanter tout près de Sarlat. Mais on hésitait entre la location, l'achat. Là, je dirais que c'est l'opportunité qui a fait que finalement, on est dans un local en location. Parce qu'on a trouvé quelque chose qui nous plaisait beaucoup, en pierre du pays, sur un axe relativement passant. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué. En plus, comme on était à distance, on ne pouvait pas visiter, on n'avait pas beaucoup de réactivité. On a vu des choses où il y avait beaucoup de travaux. Et là, on s'est dit, on va partir dans quelque chose de compliqué en termes de timing. Et je dirais qu'on a eu la chance d'avoir vraiment l'opportunité d'avoir ce local. Et c'est une fois qu'on a eu le local qui finalement était quand même assez grand pour notre torréfacteur qu'on s'est dit, on va aussi faire une partie coffee shop. C'est vrai que c'est venu un peu dans un second temps. Le fait de se dire, ça peut être sympa aussi de faire goûter nos cafés et de vraiment de boucler la boucle. Au départ, l'idée, c'était vraiment torréfaction. Et finalement, on est plutôt content de ce choix parce que je pense que c'est intéressant de pouvoir faire découvrir aussi d'autres façons de déguster le café, le cold brew, les méthodes douces qui sont peu connues. En tout cas, en province, pas du tout connues, ça c'est clair. Et du coup, je ne veux pas anticiper sur où vous en êtes aujourd'hui, mais par exemple, ne serait-ce que là, l'été que vous venez passer, est-ce que le choix d'avoir un local de torréfaction couplé avec un espace dégustation, ça a été un bon choix pour, par exemple, votre clientèle cet été? Ça vous a apporté du chiffre d'affaires et des clients? Alors, c'est sûr que ça amène pas mal de clients. Après, c'est vrai que des fois, on se dit un peu, bon, c'est pas tout à fait le métier qu'on veut à fond développer parce que c'est vrai que nous, on est torréfacteurs. On a suivi les 2 formations, mais on va dire la partie barista, c'est beaucoup de services. Nous, on va dire l'idéal, c'est les gens qui viennent déguster le café et qui après repartent avec une poche de café et qui derrière nous en recommandent. Évidemment, ça c'est le schéma idéal. C'est vrai que si
on sert uniquement des boissons, c'est un peu moins sympa pour nous, d'autant qu'on ne pouvait pas se limiter qu'à des cafés. Donc on a été obligé de proposer quand même un petit peu du jus d'orange, des boissons un peu annexes. Et c'est vrai que bon, si les gens rentrent et nous demandent 3 jus d'orange, un Diabolo, on passe un peu à côté de l'intérêt du concept qui est quand même de faire découvrir le café de spécialité, la torréfaction. Bien sûr. Mais c'est clair que cet été, ça a été quand même un point très positif pour nous ramener du monde. Je pense que pour se faire connaître, c'est un peu indispensable. Enfin, pour nous, en tout cas, je pense que c'est un peu indispensable pour se faire connaître en local. Bien sûr. Merci. Bah, écoute, je te lâche maintenant, mais je te reposerai encore des questions, bien entendu. Alors, on a vu que dans le parcours formation, quand on veut se lancer dans le café, moi, je dis toujours, vous allez apprendre 2 métiers nouveaux. Si vous êtes en reconversion professionnelle, c'est 2 métiers que vous allez apprendre. Vous allez apprendre le métier de barista ou le métier de propriétaire de coffee shop qui va devoir gérer une équipe, faire de la restauration éventuellement, ou vous allez apprendre le métier de torréfacteur. Mais en plus, il y a un métier que vous allez devoir apprendre, c'est d'être patron, c'est d'être chef d'entreprise. Donc il va falloir se mettre dans cette posture. Si jusqu'à présent vous étiez salarié, vous allez devoir tout d'un coup basculer en disant mais là c'est moi qui deviens le patron, c'est moi qui deviens celui qui va organiser les équipes, ou je vais devoir peut-être être tout seul. Et on verra que c'est très compliqué de se lancer tout seul. Mais je vais donner la parole à Massimo justement pour qu'il nous parle de cette partie métier. Comment on se lance dans le café? Parce que vous avez tous envie de savoir, puisque vous en lancez dans le café, c'est en réalité vous avez envie d'écouter Massimo. Comment je vais apprendre mon métier? Tout d'abord, bonjour à tous. Donc, comme tu disais juste avant, il faut créer un concept, donc savoir qu'est-ce qu'on va faire dans notre coffee shop, dans notre torréfaction, parce que oui, on peut ouvrir une torréfaction avec un coffee shop, mais on peut ouvrir une torréfaction avec un espace dégustation pour faire découvrir juste nos cafés. Donc, il y a plein de concepts différents qu'on peut mettre en place. Donc, du moment qu'on a défini les concepts, on peut s'adresser à une école de formation, comme Maxi Coffee, pour arriver à créer un parcours de formation. Donc, sûrement, il y aura un parcours initial. On va apprendre, dans les cas d'un coffee shop, la partie barista. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu aussi les modules de la SCA, de la Specialty Coffee Association, comment sont composés les modules, la formation café dans le monde. Mais vraiment arriver à créer un parcours et arriver surtout à se former tout au long de notre carrière. Parce que c'est très important, les cafés, c'est un produit qui est en perpétuelle innovation. Donc c'est très important de continuer à se former dans les années à venir pour voir les nouveautés, pour se tenir à jour et toutes les découvertes qui dans les cafés vont être actées. Je parlais juste de l'ASCA, je me permets de parler rapidement de qu'est-ce que c'est l'ASCA. La Specialty Coffee Association, c'est un peu l'organisation internationale du café des spécialités, mais donc gère un petit peu toute l'éducation café dans le monde. Donc bien sûr, elle est aussi très active sur la partie championnat café, comme vous pouvez voir juste ici avec les championnats latte art, mais surtout son cœur de métier, c'est l'éducation. Donc la Specialty Coffee Association, il a décomposé les métiers des baristes, les métiers du café en plusieurs segments. Donc nous avons la partie barista skills où on va apprendre vraiment à utiliser notre machine à espresso, à faire du service, tous les boissons lactées, etc. Toutes ces formations-là, tous ces modules-là sont divisés en 3 niveaux. Vous retrouverez toujours un module basique, un module intermédiaire et un module professionnel. Vous avez aussi comme module les modules Slow Coffee, donc le brewing, comme on en parlait tout à l'heure, où nous allons apprendre à gérer, à extraire différentes méthodes d'extraction, comme ça peut être la V60, le Chemex, le Coffee Siphon, l'Aeropress. Méthode douce Slow Coffee parce qu'ils ont moins de pression par rapport à un espresso qui a 9 bars de pression, donc c'est vraiment une concentration. Moi, je dis tout le temps à mes stagiaires que pour faire la différence entre un espresso et un slow coffee, j'ai fait une comparaison avec l'arc-en-ciel.
Imaginez que les couleurs de l'arc-en-ciel sont des arômes, c'est aromatique du café. Dans l'espresso, nous allons cibler des couleurs. Nous allons cibler une aromatique bien précise. Dans la partie slow coffee, nous allons une palette aromatique beaucoup plus vaste. Donc c'est ça, donc arriver à proposer différentes méthodes d'extraction avec les mêmes cafés, ça va faire découvrir, ça va faire ressortir totalement des arômes complètement différents. Donc donner une variété, être pédagogue. La chose la plus importante dans la formation, c'est se former, c'est comme dans tous les métiers. Se former, c'est très important pour pouvoir, après, avec pédagogie, faire monter une compétence de notre clientèle. Comment on peut demander à notre clientèle, si même pas 80% des établissements français n'ont jamais fait une formation? Comment on peut arriver à faire monter une qualité les cafés si les personnes qui sont derrière un comptoir ne savent pas extraire un café? Faire un café, c'est simple, il faut juste appuyer sur un bouton. Faire un bon café, ce n'est pas aussi simple. Donc la formation, je pense, c'est à la base de tous les métiers, c'est à la base du métier du barista et du torréfacteur. Merci Massimo, c'est super important. C'est vrai que quand on est un peu novice dans l'idée de créer un coffee shop, on peut avoir ces deux facettes de se dire coffee shop, c'est aussi la cuisine, c'est aussi les gâteaux, c'est aussi la pâtisserie. Et parfois, on va occulter le café. Ou inversement, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous êtes tous amateurs de café, donc vous allez plutôt avoir cette sensibilité café. Mais la sensibilité café, quand vous commencez à creuser un peu, comme vous dit Massimo, vous réalisez que je vais devoir gérer une machine, quoi. Et une machine à expresso, c'est gros, c'est volumineux, il y a des boutons partout, il va falloir faire chauffer du lait. Ah, j'ai vu qu'on pouvait faire du latte art, c'est joli. Et là, quand vous commencez à faire votre premier latte art, vous vous dites « Ah, ça va peut-être être un peu plus compliqué que je ne le pensais. » Donc, voilà, il y a toute cette découverte qu'on vous invite aujourd'hui à ouvrir votre esprit et à vous dire « Ah, mais en fait, il y a un processus avant l'ouverture, avant de m'investir dans un lieu. Il va falloir que je m'ouvre et que je comprenne exactement mes compétences. Quelles sont les compétences que je vais devoir acquérir? Et en fait, on a tous des compétences. Chacun d'entre vous avait développé tout au long de votre vie des compétences. Et nous, on est là pour faire le point avec vous et vous dire, voilà ce que vous avez comme compétences. Voilà quelles compétences vous allez devoir acquérir et voilà comment vous allez pouvoir les acquérir. Et je pense que la machine, c'est vrai que ça fait peur. Moi, la première fois quand j'ai ouvert mon coffee shop, j'ai réalisé à quel point il allait falloir que je m'investisse sur les machines. La plus belle découverte, c'est quand même le slow coffee. C'est pour les gens qui sont, je dirais, qui ne connaissent pas bien le café, pour eux, le slow coffee, ça va être quand même le café filtre américain. Voilà, c'est ah ben non, un café filtre, vous n'allez pas m'offrir un café filtre, c'est pas bon, c'est cramé, ça a mauvais goût, voilà. Donc il y a toute une éducation à faire à nos clients et la capacité de se dire, avec Massimo, dans une école, on va vous donner le vocabulaire pour que vous puissiez vendre après du bon café qui a du goût à vos clients. Parce que le but, c'est de vendre à vos clients du bon café. Mais pour pouvoir expliquer une méthode douce, il va falloir savoir la décrire, il va falloir acquérir un langage. Et ce langage, il n'est pas inné. Moi, on me l'a appris, je me suis intéressée et j'ai pu, après, ma plus grande fierté, c'est dès qu'on me demandait un americano ou un café allongé ou un longo, je disais, alors attendez, on va reprendre et je vais vous parler du café filtre. Voilà. Alors, le slow coffee, ce n'est pas que la cafetière à piston, ce n'est pas que le mocha master. Là encore, il y a plein de méthodes, mais c'est pas compliqué. Au final, on parle quand même de choses, même s'il y a beaucoup à découvrir, il ne faut pas vous inquiéter. On n'est pas en train de faire Polytechnique pour être barista non plus. Donc, c'est des métiers qui sont intéressants, sur lesquels vous allez avoir des palettes, des univers intéressants, mais tout le monde peut y arriver. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Je pense que c'est super important de dire qu'il n'y a pas de niveau de prérequis au niveau « est-ce que je serai capable ?» Oui,
Mais sans doute. Il faut se dire aussi qu'on est dans un marché français. Donc les cafés, il est en plein développement, mais on n'est pas arrivé encore à un niveau extraordinaire. J'en ai parlé avec mon collègue Ariane tout à l'heure. On n'est pas à Melbourne, où il y a un niveau vraiment très important et il faut être prêt à être hors machine. Donc du moment que vous faites de la qualité, vous commencez à faire de la qualité, mais si vous n'êtes pas au top niveau, vous allez grandir. Et votre clientèle vous verra grandir avec eux. C'est ça que c'est plus important. Donc, c'est faisable, totalement faisable, d'acter une reconversion et pouvoir se mettre en place, comme tu as fait, en un an pour changer complètement de vie. Okay? Et nous sommes là pour vous accompagner sur vous. Super, merci beaucoup. Alors du coup, on continue notre voyage sur le parcours de la création d'entreprise avec Ryan. Alors Ryan, déjà, il est australien. Alors déjà, ça met un petit niveau, quoi. On se dit, je sais pas, j'ose peut-être pas lui parler. Vous savez que le café de spécialité, alors si vous le savez pas, je vous le dis, c'est quand même, l'Australie, c'est quand même, voilà, on est dans le domaine du must, du best, voilà. On a beaucoup de coffee shops parisiens qui ont été créés par des Australiens. On a un meilleur ouvrier de France qui est Paul Anerfi de Café Lomi, qui est australien. On a Café Coutume qui a été créé par Tom Clark, qui est australien. Donc les Australiens ont importé aussi, c'est pas que, mais ils ont importé cette culture café de spécialité en France. Et comme en Australie, j'en parle d'autant plus que mon mari est australien et donc je connais très bien l'Australie, vous buvez du bon café partout depuis 25 ans. Les capsules Nespresso ne marchent pas en Australie. Alors ça commence un peu à se développer parce que voilà, mais vous descendez en bas de chez vous, vous habitez en banlieue de Melbourne, de Sydney, au fin fond de la Outback, vous allez boire du bon café. Ce qui est quand même pas le cas en France. Bon, je ne veux pas trop critiquer le café français, la scène café en général, pas la scène de café de spécialité. Mais vous avez un niveau de café en France qui est quand même, qui reste très désagréable pour le goût. En Australie, vous allez n'importe où, vous avez du bon café. Voilà, donc je laisse la parole à Ryan pour nous expliquer, toi, comment tu es arrivé en France et qu'est-ce qui a fait que tu as créé un coffee shop en France. Alors déjà, je vous dis que je ne suis pas barista. Je ne suis pas barista ni torréfacteur. Je suis chef de cuisine de base. Mes associés, c'est des baristas. Donc moi, j'ai aussi fait une conversion professionnelle. J'étais en comptabilité en Australie et j'ai fait une crise. Voilà, j'étais pas content et donc j'ai décidé de prendre la cuisine en France. Ce qui est intéressant de l'Australie et de la France, c'est pas nécessairement que le bon café en France est pire que le bon café en Australie. C'est pas vraiment le cas. Déjà, il y a beaucoup plus de bons cafés partout. Donc, le petit shop en Australie que tu vois une fois en passant un petit rue, tu peux être sûr qu'il y aura des bons cafés. Mais la grosse différence, c'est que typiquement, là, ça change un petit peu. Mais typiquement en France, si tu veux du bon café, l'offre autour de ce bon café n'est pas au même niveau. Ça, en général. Tu as peut-être des petites sandwichs, peut-être des viennoiseries achetées, peut-être des boissons d'été lambda. Mais très souvent, c'est un focus sur le café, uniquement le café, et le reste, c'est un bonus. Mais ce n'est pas vraiment investi. En Australie, tu vas pour un bon café, la cuisine au même niveau. La pâtisserie au même niveau. Les boissons alternatives, les thés, les jus au même niveau. Il y a vraiment une attitude globale sur la qualité. Donc nous, en fait, c'est ce qu'on voulait apporter ici. Quand on voulait commencer dans le café, le but c'était d'ouvrir un coffee shop direct. Un coffee shop brunch, donc vraiment offre restauration haut de gamme. On n'avait pas les moyens, simplement. Et donc on a regardé la scène des cafés ici. Et on s'est dit, il y a beaucoup de bons cafés en France, à Paris surtout. Depuis un moment, ça monte. Mais tout ce qui sert à côté, surtout les boissons, il n'y avait pas d'intérêt. Il y a très souvent des sirops très sucrés pour faire du chai, du poudre de cacao torréfié, encore très sucré, pas très intéressant pour du chocolat chaud. Et on s'est dit, là, il y a un truc. Là, il y a quelque chose ici. Et donc, on a décidé, comme vous avez dit, pendant nos boulots en plein temps, à côté les week-ends, on a commencé à monter ces produits
pour offrir un boisson différent de café, mais dans la même idée, avec du latte art, etc., mais au même niveau que le café. Et je pense que finalement, c'était quelque chose qui a dynamisé pas mal ici à Paris. Ça a très très bien marché. Et maintenant, on a une gamme de 8 à 10 produits pour faire des boissons, ce qu'on appelle des lattés vertueux. Bon. Des boissons alternatives au café. Et finalement, après 2 ans, on a eu le moyen, un peu la notoriété, assez de clients et de revenus pour convaincre des banques, des gens qui gèrent l'argent. Et on a ouvert notre coffee shop. Donc nous, c'est vraiment, tout est fait maison. Le pain, tout ce qui est restauration, c'est fait là-bas. C'est peut-être le seul coffee shop en France que si on fait de l'agneau, on commande un agneau entier, on désosse, on fait tout nous-mêmes. Il n'y a pas de produits achetés déjà préparés. Et ça fait aussi une boutique pour nos produits, le café qui change 2 fois par semaine, la cuisine au même niveau. Et c'est ça qui a vraiment pour nous fait la différence, c'est d'investir dans la qualité partout et de ne pas faire des compromis en disant bah, moi je suis barista, je vais faire du bon café, je vais en acheter des gâteaux à côté, je vais acheter des plats, un cuisinier qui est ok mais je vais donner beaucoup de choses qui sont déjà préparées et on va juste faire des avocats au toast. En vrai, mon avis, c'est qu'après un moment, il n'y aura plus trop d'intérêt de clients parce que ils mangent la même chose partout, comme des brasseries françaises où le menu est pareil. Le menu typique de coffee shop en France depuis longtemps, c'était le même menu. Un granola, un avocado toast, peut-être des œufs, des pancakes, basta. Et ça change de plus en plus. Et ce qui est cool, c'est qu'il faut être humble avec le café. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui adorent le café, mais qui ne sont pas des geeks. Ils ne vont pas venir chez vous pour vous demander des questions sur le café pendant 20 minutes. Ils vont vouloir goûter un bon café. Ils ont le droit, c'est notre métier. Mais ils vont peut-être être plus intéressés dans des pâtisseries, ou la cuisine, ou d'autres types de boissons. Et c'est ça qui fait la différence, qui ramène plus du monde, s'il y a un groupe de 6, il y a un geek de café, 2 autres qui s'en foutent, bah, ils vont tous avoir quelque chose pour vraiment se faire plaisir. Et pour moi, ça c'est le futur. On devrait aller dans cette direction. Voilà. Est-ce que je peux juste ajouter une chose? Tu disais une chose très importante qui est il faut rendre les cafés simples. Okay? Quand on parle des cafés de spécialité, ça fait presque peur. Donc les geeks, comme tu parlais, ça fait vraiment, ça rend les cafés inaccessibles. Mais qu'est-ce que c'est les cafés? Les cafés, c'est un produit de partage. Il est né comme ça. Donc pourquoi rendre quelque chose d'inaccessible quand c'est quelque chose qu'on doit partager tous ensemble? Donc c'est très important, bien sûr, se former et arriver à avoir des compétences très importantes. Ça va nous permettre de pouvoir parler et faire monter en gamme et en qualité le café parce qu'on va à éduquer notre clientèle. Je reste sur ça parce que c'est très important de ne pas créer une niche, okay, que c'est les specialty coffee. Quand les specialty coffee, c'est juste un café sans défaut, okay, avec une aromatique bien précise, okay, sans défaut visuel et sans défaut en tasse. Okay, c'est ça les specialty coffee. Donc ce n'est pas inaccessible, c'est un bon café, c'est simplement ça. Okay. C'est pour ça que c'est très important d'arriver à recréer une harmonie dans tout ça. Ouais, je pense qu'il a parlé de l'éducation de clients. En vrai, c'est méga important, ça prend du temps, il faut être patient, il ne faut pas s'énerver quand il y a quelqu'un de ton rue qui vient pour la première fois, qui goûte un espresso, qui dit wow, c'est acide, ah, c'est bizarre, c'est très fort, etc. Il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas perdre la passion, il faut vraiment avoir de la confiance dans ton métier. Et doucement, en fait, tu éduques des gens. Les gens, en vrai, les gens, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie d'avoir des nouvelles expériences, mais ils ne veulent pas se sentir stupides non plus. Donc, nous, on a décidé d'ouvrir dans un coin atypique de Paris. On ne voulait pas être à côté du Bastille avec tous les autres coffee shops. On voulait vraiment créer un lieu de destination, comme Melbourne. Melbourne, c'est méga écarté, pardon. Donc, tous les petits quartiers, ils ont leur coffee shop. Nous, on voulait créer ça. Et donc, il y a beaucoup de vieux de la rue, très françaises, etc., qui étaient habitués à la petite brasserie, le petit espresso à 1 euro, qui sont venus chez nous. Ils ont aimé le cadre. Ils ont accepté de payer un café plus cher, même si au début, c'était un peu wow, 2,50 un espresso, c'est un peu cher. Et finalement, ces gens-là qui étaient très hésitants au début, qui ne comprenaient pas, c'est des clients fidèles 2 ans et demi après. Vraiment très fidèles.
Donc ça, c'est assez important, c'est de rester humble, ouvert d'esprit, communiquer. Voilà. Alors, moi, ce que je retiens de ce que vient de dire Ryan et Massimo, c'est vous voyez bien que finalement, il va falloir réfléchir à votre concept. Est-ce que vous allez vouloir faire, et ça existe, des coffee shops, entre guillemets, et un peu pour l'élite du café de spécialité, des coffee shops geeks, où vous allez vraiment essayer de faire partager une expérience café haut de gamme. On va être plutôt dans des univers un peu même médicaux. Ça va être très très clair, des surfaces, toute l'ambiance va être très épurée. Vous voyez, on est quelque chose dans presque médical, un environnement. Ou est-ce que vous êtes plus, est-ce que votre cœur vous porte vers la convivialité, le partage, l'ambiance cosy, et auquel cas il va falloir s'intéresser à la cuisine, comme dit Ryan. C'est que souvent sur les porteurs de projets qu'on a en formation café, la cuisine n'existe pas. Moi, les gens me disent « Ah, mais moi, la cuisine, je vais faire un peu de cuisine. » Alors, sachez qu'en cuisine, il n'y a pas de « un peu de cuisine ». C'est soit vous cuisinez, soit vous achetez et vous revendez. Mais à partir du moment où vous achetez des produits bruts, que vous allez les transformer, que ce soit pour faire une salade, une tartine ou un magret de canard au miel, il y aura du travail derrière. Il y a des règles d'hygiène, il y a des espaces à aménager, il y a des investissements en cuisine. Donc voilà, donc c'est pas juste je vais faire un peu de cuisine. Donc ça, voilà, si certains d'entre vous un jour on a l'occasion d'être en formation, on passe beaucoup de temps là-dessus pour vous montrer les différents business models dans le café, en passant par le petit café. D'ailleurs, vous pouvez même avoir un triporteur en café. On peut même arriver, certains arrivent, on réduit l'offre café d'abord à une offre nomade sur une personne. Donc, on n'est pas obligé d'avoir tous des locaux. On peut très bien imaginer avoir un triporteur en café ou un vélo café. Ça se fait de plus en plus, jusqu'à le coffee shop restaurant tel que la Manoir et tel qu'on retrouve en Australie avec des cuisines vraiment élaborées. Alors, ce qu'il faut quand même savoir aujourd'hui, c'est sur la scène parisienne, et encore une fois, on parle pas, il n'y a pas que Paris, hein, il y a la province entière, c'est qu'aujourd'hui, il faut quand même avoir du niveau pour ouvrir à Paris. Voilà, il faut quand même être bien au niveau qualité du café, qualité de la cuisine, qualité du thé, qualité des boissons, qualité des pâtisseries. Voilà. En province, je pense qu'on est dans une approche différente. Ça aussi, on voit en province, il y a encore des quartiers, pas des quartiers, des communes, des régions entières où l'offre de café de spécialité n'existe pas. Donc il y a un gros potentiel, je dirais, en France de développement. Et je pense que Céline en est la preuve avec la Dordogne. Oui, bah c'est ça. Nous, honnêtement, il n'y avait pas grand-chose autour. En café de spécialité, il n'y a rien du tout. Et du coup, les gens ne connaissent pas. Alors en même temps, il faut les amener un peu dans l'univers. Il y a du travail de pédagogie. Super. Alors sur le parcours de formation, on a dit pas mal de choses quand même. Hein, donc surtout, retenez bien qu'on est sur identifier votre projet, vous renseigner à la fois sur la partie métier, barista, torréfaction, qu'est-ce que c'est, quelles sont les implications, comment je vais devoir me former, et la partie parcours du créateur d'entreprise. Et là, c'est très vaste. Il va falloir définir votre concept. Il va falloir du concept aller faire votre étude de marché. Et ce n'est que après que vous allez, et on va en parler maintenant avec Julien, parler financement, business plan. Et vous allez voir, on terminera cette table ronde un peu sur le local. Mais s'il y a vraiment une chose à vous dire, ne commencez pas par chercher le local d'abord. Commencez d'abord à vous intéresser quel va être votre concept,
pour après aller chercher votre local. Parce que si vous me dites, ah ben moi j'ai trouvé un local, mais vous ne connaissez pas votre concept, vous ne connaissez pas votre capacité de financement, ben, est-ce que vous allez signer un local? Vous n'allez pas le signer, vous ne saurez pas. Alors du coup, on en vient au cœur des choses. Maintenant, il faut parler sous, création d'entreprise, il faut de l'argent. Alors Julien, comment on fait pour aller trouver de l'argent en France? Bonjour à toutes et à tous. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour trouver de l'argent en France? Alors déjà, la première personne qui a de l'argent, c'est vous, c'est le porteur de projet. Vous avez toutes et tous des fonds propres, un petit peu d'argent, je l'espère, de côté. Il y a aussi votre entourage qui peuvent devenir actionnaires, c'est-à-dire qui peuvent vous aider à financer une partie de votre projet. Pourquoi je parle de vous et de votre entourage? C'est extrêmement important déjà de regarder ce que vous avez vous et ensuite d'arriver avec un projet concret. J'ai entendu parler de business plan, j'ai entendu également parler de business model. Le business model, ça va être un petit peu le cœur de votre métier. Comment est-ce que vous voulez travailler? Céline, elle a décidé de partir en Dordogne, excusez-moi. Je parlais de la Bretagne parce que je suis breton. Donc elle a décidé de partir en Dordogne et de proposer cette spécialité en local là-bas. Ryan et ses équipes, ils ont décidé d'apporter un contenant supplémentaire à leur offre de café, qui est la nourriture et tout ce qui peut être à côté. Le business model, il est extrêmement important. Qu'est-ce que vous voulez faire? Juste de la torréfaction, vendre des cafés, c'est extrêmement important et Massimo également en conviendra. Le business model est super important. Il faut ensuite arriver avec ce qu'on appelle un business plan, c'est-à-dire avoir fait l'état de vos finances et connaître le montant que vous souhaitez emprunter. Pour vous accompagner là-dedans, il y a plusieurs organismes, il y a plusieurs réseaux, des réseaux d'accompagnants et des réseaux d'accompagnateurs. C'est parfois des chefs d'entreprise qui sont déjà passés par là. C'est aussi des professionnels qui vont vous aider justement à maturer votre projet et à faire en sorte qu'il soit le plus précis possible. Ces réseaux-là, ils vous proposent de vous prêter de l'argent, de vous prêter des fonds. Et ces fonds vont venir compléter ce que vous avez déjà. Pour trouver d'autres sources de financement, alors moi je représente aujourd'hui la BPI, je ne sais pas si tout le monde connaît, la BPI c'est la banque publique d'investissement, c'est la banque des entrepreneurs. Tous ceux qui veulent ouvrir un commerce, aujourd'hui on finance à peu près 100 000, il y a 100 000 créations d'entreprises par mois. Et mon service, celui des prêts d'honneur, on a financé à peu près 10% dans ce scope entrepreneurial. Un prêt d'honneur, c'est quoi? C'est un prêt à la personne physique. Je vous ai parlé de vous en premier, et en premier lieu, c'est à vous qu'on va prêter. C'est un prêt à la personne physique, sans sûreté, sans garantie, et qui va vous permettre de lancer votre business. Alors bien sûr, il y a certaines conditions, mais encore une fois, comme vous allez être accompagné par un réseau au préalable, ils pourront justement voir avec vous comment vous souhaitez le financer, le besoin de financement et si vous êtes éligible. Je voudrais aussi parler, je parle de la personne, c'est extrêmement important parce que il y a des gens qui peuvent se poser la question, qui malheureusement peuvent être dans une situation financière un peu compliquée, qui peuvent être interdits bancaires ou alors qui sont fichés sur les incidents de crédit de paiement. Ces gens-là aussi peuvent trouver des financements. Je pense notamment à un réseau partenaire qui s'appelle l'ADI, qui lui finance, qui accompagne ces personnes qui sont un peu plus fragiles financièrement et qui les aide à accompagner, à monter et à financer leurs projets. Donc vous voyez que personne n'est laissé de côté dans ce parcours. Et encore une fois, je pense que c'est très très important. On a parlé de la formation, on a parlé du business plan, de ce que vous souhaitez faire. C'est extrêmement important de maturer votre projet. Pour faire confiance à un banquier, je le dis, mais il faut faire confiance. Et comment est-ce qu'on donne de la confiance? Eh bien, la personne que vous êtes, si vous avez fait des formations, si vous avez déjà un peu de fonds propres, si quand on vous pose une question, vous savez répondre, ça forcément, ça va donner de la crédibilité à votre projet. Et forcément, ça va plaire à l'investisseur, qu'il soit financier ou alors qu'il soit de votre famille ou un ami ou une connaissance. Voilà.
ce qu'on peut dire pour trouver des financements. Moi, je vous invite tous à aller sur le site de BPI France Création. Vous tapez sur Internet BPI France Création et vous allez trouver les différents organismes qui peuvent vous accompagner à la création d'entreprises. Marie-Hélène l'a très bien rappelé, il y a 2 métiers. Il y a celui de torréfacteur est lié à votre métier dans le monde du café, et il y a celui d'être entrepreneur. Et être entrepreneur, on ne devient pas entrepreneur comme ça du jour au lendemain. Il faut se faire accompagner, il faut encore une fois apprendre, il faut parfois tomber et se relever, mais c'est extrêmement important que vous soyez accompagné dans cette étape-là. Et encore une fois, c'est les réseaux partenaires, France Active, Initiative France, Réseau Entreprendre, plusieurs réseaux sont des réseaux aujourd'hui dédiés en France pour accompagner les entrepreneurs et les porteurs de projets. Donc n'hésitez pas, allez les consulter, poussez la porte et parlez de votre projet avec ces réseaux qui pourront vous accompagner et dans le financement parce qu'ils proposent aussi des prêts et aussi, encore une fois, dans tout ce qui est annexe, c'est-à-dire le montage, chercher des locaux, etc. Alors, tout à fait, BPI France, il faut savoir qu'en France, on a quand même la chance d'avoir un dispositif qui est extrêmement en soutien des porteurs de projets. On a vu déjà avec Pôle emploi, comme je vous l'ai expliqué au départ, c'est si vous êtes en poste, ne faites rien, surtout ne négociez pas votre départ. Si vous êtes là entre deux en train de vous dire « oui, j'aimerais bien me lancer, donc je vais négocier mon départ et comme ça, je vais pouvoir monter mon projet ». Non, non, non. Arrêtez tout, prenez votre temps. Vous avez vraiment une chance incommensurable en France de pouvoir vous avoir jusqu'à 2 ans de Pôle emploi en création d'entreprise. Par contre, vous allez voir que si vous démissionnez, enfin si vous faites une rupture collective ou si vous êtes licencié et que vous vous retrouvez à commencer à parler, à penser à votre projet, vous avez bien retenu ce que Céline a dit, entre le moment où vous avez l'idée et le moment où les choses vont se réaliser, c'est entre 12 et 15 mois. Donc vous voyez bien que si vous ouvrez 12 ou 15 mois après, eh bien, vous aurez peut-être plus que 3 ou 6 mois de Pôle emploi. Donc, vous aurez perdu ce bénéfice d'avoir 2 ans, finalement, d'indemnité qui pourrait vous être payée en étant ouvert, en gérant votre business. Donc, il faut vraiment anticiper les choses. BPI, ils sont super. Les réseaux dont on vous parle, c'est très bien, mais ce ne sont pas les spécialistes du monde du café. Alors, nous, ce qu'on essaye d'apporter en plus de ces réseaux-là, c'est d'aller vous donner vraiment le business plan qui va correspondre à votre projet. C'est bien d'être soutenu par des réseaux qui vous donnent une vision globale. Et d'ailleurs, ils peuvent après mettre en place un système de mentoring. Vous voyez, ça peut être sympa. Mais ne laissez jamais... D'ailleurs, en général, nous, quand on récupère les personnes qui essaient de créer des business plans, ben, ils ne savent pas par quel bout prendre les choses. Et les réseaux, entre guillemets, généralistes, ils vont vous donner certaines clés, mais ils ne peuvent pas vous donner un chiffre d'affaires potentiel, ils ne peuvent pas vous donner des marges, ils ne peuvent pas vous donner le prix des investissements. Nous, ce qu'on va essayer de vous apporter dans le parcours création d'entreprise, c'est vraiment de vous donner les bons chiffres et de vous donner les bons niveaux d'investissement et de vous dire, bah, ça, il va falloir aller le chercher là et ça coûte tant. Cet interlocuteur, tu vas le trouver là, il va te servir à ça et ça, tu vas pouvoir négocier avec lui ça. Et donc ça, c'est vraiment la plus-value qu'on essaie de mettre en avant. Alors, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que vous avez entendu Julien, c'est que vous avez besoin d'un apport personnel au départ. Et là, je vais vous casser un peu pour ceux, mais il vaut mieux que je vous le dise maintenant. Si vous n'avez pas, 10 000 € de côté, c'est pas la peine. C'est pas la peine, vous allez être déçus. Si vous faites une formation et qu'à la fin de la formation, vous vous dites « Ah bah oui, mais là, c'est vraiment impossible pour moi », alors partez quand même avec un minimum d'économie. Si aujourd'hui, vous êtes intéressé par la création d'entreprise et que vous savez entendu qu'il fallait un minimum d'économie, faites-vous pendant 6 mois, 1 an, travaillez, faites-vous un petit matelas, et comme ça, vous revenez nous voir et nous, on vous accompagne
sur un projet réaliste. Voilà, ça ne veut pas dire que vous allez ouvrir à 100%, mais un projet qui sera réalisable. Ryan, sur le financement, comment vous avez fait? Si je peux me permettre, déjà, nous, moi j'ai une expérience assez intéressante avec les banques en France parce qu'en Australie, c'est totalement différent. En Australie, les banques ils sont assez ouverts d'esprit. Des nouveaux projets différents, l'innovation atypique, ils adorent. Les jeunes adorent. En France, mes expériences, c'est que si c'est la restauration et t'es pas sur le coin de deux rues principales, avec la masse de passages naturels, déjà, ils sont sur le recul. Là, à ce moment-là, il faut vraiment se prouver envers eux. Alors nous, déjà, je pense qu'une règle générale, 20 à 30% apport personnel, en général. Le plus que tu peux mettre, le plus secure les banques, clairement. Mais pour nous, c'était entre 20 et 30, c'était les chiffres clés. Mais j'ai une petite astuce par rapport à l'idée de missionner au nom, etc. Si tu vas lancer dans un projet qui n'est pas la restauration classique, il faut que tu prouves ton concept envers les banques. Ça, c'est clair. Le business plan, les bons chiffres, tout ce qui est financier, c'est bien. Mais d'abord, ils veulent vraiment une preuve que ton concept à toi peut marcher, ou va marcher, ou a marché dans le passé. Si tu te trouves dans un poste, tu as un peu d'argent à côté, tu vas peut-être avoir 1 an et demi de Pôle emploi dans le futur. Moi, mon conseil, c'était notre parcours, ce sera de déjà commencer petit à petit à faire ton business à côté. Gâche pas de temps. Ça vous sert déjà comme une preuve de concept plus tard. Donc, si c'est pour faire du torréfié du café, vous pouvez louer un espace à Beans on Fire et vous pouvez essayer de, en fait, déjà vendre un petit peu de ton café à des endroits qui changent de café régulièrement. Même si tu fais pas beaucoup de chiffres avec ça, le bonus, ce sera que tu fais un peu d'économie qui peut déjà contribuer à ton apport personnel après. Mais le but principal, c'est que là, tu preuves ton concept réellement dans le marché. Et là, tu arrives à banque et tu dis, voilà, là, dans les derniers 6 mois, 1 an, j'ai dépensé 6 000 balles d'investissement. J'ai récupéré, je sais pas, 15 000 euros de vente. J'ai un petit économie et bénéfices qui viennent là. Mais j'ai déjà une quinzaine de clients réputés en France qui ont utilisé mon café et qui ont commandé plus d'une fois. C'est énorme. Ça, c'est énorme pour des banques. Si c'est pour un coffee shop, en vrai, contactez d'autres coffee shops et propose quelque chose de différent. Nous, par exemple, on utilise notre espace 5 jours par semaine. Tout le temps, je suis sur la recherche de, entre guillemets, pop-up, des événements collaboratifs. Lundi, mardi, on n'est pas ouvert. Le soir, on n'est pas ouvert. Donc là, on a un loyer, on paye le loyer. Il est vide sinon. Et donc, il y a du sens pour nous, pour d'autres coffee shops aussi, de maximiser cet espace. Et si ça vous permet de s'associer avec quelqu'un pour baisser le risque financièrement de votre petit événement, votre projet, parce que souvent, eux, ils vont couvrir un peu des coûts. Vous partagez des bénéfices. Ça fait sur les réseaux sociaux, ça peut vous gagner en audience, etc. Et en vrai, vous pouvez vous trouver 6 mois, 1 an plus tard avec un business qui est déjà un peu formé, un petit bébé, avec beaucoup plus d'informations, une connaissance sur des marges, sur les fournisseurs, sur la structure de ton business, qu'est-ce qui marche pas. À ce moment-là, tu es beaucoup plus probable à arriver à les banques qui disent oui. Nous, on a eu des refus. On a trouvé des locales, on est allé trop vite, on avait l'apport, mais les banques, ils étaient tradis, ils ont dit non, ils n'y croyaient pas. Et pour nous, ça a pris un peu plus de temps parce qu'on avait des gros yeux pour un grand local, restauration et tout. Mais dans 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, de faire nos projets à côté, finalement, on est arrivé à les banques et les banques, ils ont tous dit oui, pratiquement. Donc, oui, parce que du coup, vous avez gagné en crédibilité. Bah c'est ça, Voilà. ça le truc énorme, c'est que ça c'est vraiment la preuve de concept. Et en fait, ton business plan, il se forme tout seul à ce moment-là. Tu n'as pas besoin d'imaginer des choses, ça se forme. Je parlais de confiance tout à l'heure, c'est extrêmement important de donner l'envie aux banquiers, entre guillemets. Effectivement, quand il y a déjà un petit business qui est à côté, qui a fonctionné, on voit l'envie, on voit l'intention, on voit la motivation du porteur de projet. C'est extrêmement important pour, encore une fois, donner cette confiance et se dire, bah, ok, si demain je prête 20, 30 000 euros à ce porteur de projet, j'ai la conviction qu'il va les utiliser à bon escient, qui sera investi, qui va essayer de trouver des solutions là où certains voient des problématiques. Et encore une fois, c'est extrêmement important de savoir s'entourer. Effectivement, je rejoins Marie-Hélène. Là-dessus, ton entreprise,
c'est génial parce que on fait du café, vous faites du café et vous avez cette connaissance. Et ça, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le business model. C'est qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez vendre, chez qui vous allez vous approvisionner, quelle machine vous allez utiliser. C'est la base en fait. Et ensuite vient le business plan, le financement et la rencontre avec les banquiers. Mais il y a des prérequis qui sont indispensables. Absolument. Ce qui est intéressant aussi de vous dire, c'est qu'il va falloir pratiquer à pitcher votre projet. Ça, c'est super important. Plus vous allez parler de votre projet, plus vous allez avoir des retours. Vous allez vous nourrir de ce que vous donnent comme feedback les gens. Et petit à petit, vous allez vous dire, ah ouais, non, mais ça, je pensais faire ça, mais ça va pas coller. Donc plutôt, je vais peut-être faire ça comme ça, etc. Et plus vous allez en parler, plus vous allez avoir une idée de plus en plus précise. Hein, donc ça, c'est vraiment intéressant. Et du coup, quand on fait des formations, nous, en collectif, moi, quand je reçois un porteur de projet, je lui demande où il en est. Si la personne, elle en est à l'idée, elle se dit, bah, je découvre, voilà. Je dis, mais faites une formation collective, ça va vous éclater. Vous allez être avec des gens comme vous qui ont une envie, une passion. Vous allez échanger, vous allez vous nourrir des autres, plutôt de faire un accompagnement individuel. Les accompagnements individuels, on les réserve à des gens qui sont déjà bien avancés. Peut-être là, je vois une ancienne élève qui va me dire, ah bah tiens Marie-Hélène, là j'ai besoin de 10 heures parce que, ok, maintenant j'y vais et là j'ai besoin que tu m'accompagnes 10 heures sur un truc individuel. Mais sinon, le collectif, c'est quand même le plaisir de partager et d'évoluer son concept. Il y a aussi un axe classique, mais nous on a utilisé une fois et c'est vrai que ça aide, c'est des courtiers. Parce qu'en vrai, toutes les associations, ton expérience, etc., tu peux avoir l'impression que ton business plan, tous les chiffres, etc. sont bien. Mais un courtier, en fait, lui, son métier lui-même, c'est de connaître qu'est-ce qu'ils vont dire les banques directement. Et nous, par exemple, sur notre premier projet, on a travaillé avec un courtier. Et notre budget pour les 5 ans à venir, pour moi, j'étais comptable. Donc pour moi, c'était très réalistique. Moi, je connaissais les chiffres. Mais il m'a dit, même si c'est réalistique, les banques, ils vont rigoler. Ils vont dire que c'est beaucoup trop. En fait, tu es trop gourmand, tu n'es pas assez modeste, etc. Et il a dû couper notre prévisionnel, notre budget, pour être environ à la moitié des chiffres d'affaires qu'on pensait à gagner. Et c'était ça que les banques, ils ont dit, bah, tu sais quoi, même à ce chiffre-là, ça reste bénéfique, profitable, etc. Finalement, le budget initial, c'était correct. C'était plutôt correct. On est arrivé là. Mais sans ce courtier, les avis de banque, au début, c'était un peu, wow, les gars, vous êtes un peu trop confiants. Un peu trop confiants. Et il a coupé le truc et direct, les banques étaient plus ouvertes. Donc, pour connaître comment parler à des gens comme vous qui gèrent l'argent, c'est spécial. C'est spécial. Et c'est l'importance de vous faire accompagner, c'est aussi de vous apprendre à savoir pitcher à la bonne personne. Parce qu'on ne s'adresse pas à un banquier comme on va s'adresser à un courtier, comme on va s'adresser à quelqu'un, à un agent immobilier pour, par exemple, signer un local. Là, vous allez voir aussi, c'est encore un autre sujet, on n'aura pas le temps de parler du local. Il nous reste 5 minutes. Alors, je voulais juste rajouter une petite chose concernant parler des sous. Donc, il faut dire qu'en France, on a la chance, surtout après 2018, après la réforme de la formation professionnelle en France, beaucoup de formations sont finançables. Donc, nous avons plusieurs leviers que nous pouvons activer, comme les CPF pour la formation et le développement d'entreprise, comme les OPCO. Donc, vous ouvrez votre entreprise, à partir du premier jour, vous pouvez actionner des fonds de vos OPCO et Pôle emploi. Comme disait Céline, elle a utilisé Pôle emploi, donc on peut se former avec Pôle emploi. Donc, vous avez ces chances-là, donc lancez-vous. Vous pouvez vous faire accompagner aussi sur la partie formation et sur la partie, bien sûr, établissement. Donc, nous sommes dans un pays où nous avons cette possibilité-là. Si vous venez dans mon pays, Italie, vous n'avez pas d'aide. Donc, profitez de ces aides-là parce que c'est très intéressant. Je voulais juste rajouter ça, excusez-moi. Ben, écoutez, merci beaucoup. Alors, il nous reste 5 minutes. Je sens que la salle, il y a des questions. Oui ou non, je me trompe ? Quelqu'un veut poser une question? Est-ce qu'il y aurait une question dans la salle? Allez, il y en a un qui peut se lancer. Ils sont sympathiques, hein Personne.
Bon, bah Pas tous écoutez, ensemble. On a été très clair. bah, c'était très clair. On a été Tant mieux. hein. parfait, parfait. Mais écoutez, en tous les cas, je vous remercie beaucoup. Cette conférence, voilà, j'espère que ça vous a donné un petit aperçu sur comment créer dans le café en France. Hein, je dis bien en France, parce que chaque pays a sa spécificité, on a vu. Et donc, voilà, on essaye de vous donner un petit goût de ce que vous pourriez faire dans votre nouvelle vie. Autant en barista, en torréfacteur ou en patron de coffee shop. Voilà, on n'est pas obligé d'être patron pour travailler dans le café. Hein. On peut être aussi employé, on peut être manager. La restauration est quand même un des secteurs qui recrute le plus en ce moment. Donc je dirais peut-être aussi, ça c'est un conseil qu'on aime bien donner aux porteurs de projets, n'hésitez pas à faire des expériences professionnelles avant de vous lancer. Ça vous donnera quand même au quotidien le goût de ce que vous ferez plus tard. Ryan, tu voulais terminer? Ouais, j'aimerais bien vous laisser avec un petit astuce à la fin. Sur le développement de votre business, il y aura beaucoup de moments où vous commencez à douter si votre offre, votre passion, c'est ça qui plaît au monde. N'adapte jamais votre offre pour la vie de clients que vous pensez qu'ils ont. Jamais. Parce qu'en gros, sinon, tu vas commencer à faire des compromis, de faire des choses plus consensuelles, etc. Déjà, je pense que l'image de votre boîte, de votre business, etc. va être moins forte parce que vous aurez moins de personnalité individuelle. Mais aussi, et même plus important, vous allez perdre du patient. Ça, c'est un truc tout le temps. Vous allez vous trouver dans 4 ans à faire des cafés qui finalement vous plaît pas trop, qui étaient peut-être, tu aurais pensé il y a 4 ans, ils sont lambda, et vous vous détachez. Et ça devient moins cool, moins intéressant. Et voilà, c'est un mauvais truc. J'ai vu beaucoup de gens, ils ont fait ça. Et, bien sûr, bien sûr. c'est plus Gardez dur sa de foi. rester plus Massimo, long, mais- un dernier petit Et comme tip. disait Hélène, testez-vous parce que rester derrière un comptoir, quand même, c'est dur. Donc, c'est beaucoup d'air debout. C'est un autre travail. Donc, on n'est pas dans un bar en train de lire notre journal toute la journée. Donc, c'est un vrai travail. Donc, c'est assez fatigant. Donc, c'est très important de tester avant si ça vous plaît vraiment, ce travail-là, avant de vous lancer dans un projet. Merci beaucoup. Céline, un dernier mot pour nos porteurs de projets. Moi, je dirais qu'il faut vraiment y aller. Comme le disait Massimo, il y a quand même beaucoup d'aide en formation, en soutien financier. En fait, le risque, il est assez limité quand on l'analyse. Et donc, si on a un bon projet, on a envie d'y aller, il faut se Faut y lancer. aller. Voilà, Faut se faut lancer. effectuation. Julien, un dernier mot pour convaincre le banquier. Entourez-vous. Il faut savoir s'entourer. Encore une fois, c'est extrêmement important. Entourez-vous de professionnels, de personnes qui connaissent, des personnes qui peuvent vous accompagner. Et par la suite, forcément, ça donnera encore une fois de la crédibilité à votre projet qui pourra par la suite séduire les banques et pourra apporter une réponse aux besoins de financement que vous avez. Voilà. Bon courage. Merci, merci à tous, merci à vous. Et puis on se retrouve pour la prochaine table dans 15 minutes. Merci.